Et on est toujours en direct du marché de Rungis depuis ce matin, 6 heures, et on va faire un beau débat maintenant parce qu'en général, ils se retrouvent autour d'une table de négociation pour savoir combien vous allez payer vos produits dans les rayons de la grande distribution. On a Jean-Philippe André qui est président de l'ANIA. Bonjour. Les industries agroalimentaires, bonjour. Et évidemment, Didier Duhaupan, le président du groupement des Mousquetaires. Bonjour. Merci à tous les deux et surtout merci d'accepter de débattre sur un même plateau, à la même table, parce qu'on sait que les discussions sont assez compliquées en ce moment sur les hausses de prix. Est-ce que ce que demande Monsieur André est légitime et est-ce que les refus de Monsieur Duhaupan sont légitimes aussi? Est-ce que j'ai bien résumé la situation qui vous occupe pendant des heures en ce moment? Je veux dire, d'abord, premièrement, merci d'avoir organisé cette rencontre. Avant d'être distributeur, un monsieur comme monsieur Duhaupan est d'abord un client, donc c'est important. Je crois qu'il faut, par les temps qui courent, restaurer des mots qui ont un sens au client. Non, moi ce que je voudrais dire d'entrée, c'est ce qui est important en ce moment, c'est de dire, nous, notre mission en tant qu'agroalimentaire, c'est de nourrir la population. Et c'est une belle mission. Il y a des gens qui soignent, il y a des gens qui guérissent. Nous, il faut nourrir. On a 27 millions à peu près de foyers à nourrir. Et ça, c'est la mission. Et le seul moyen pour le faire, c'est de produire. Et notre problème aujourd'hui, c'est que produire, ça devient un combat. Et c'est un combat qui, en l'état actuel, au moment où on vous parle, n'est pas gagné pour 2023. Non. Et c'est ça l'enjeu fondamental. Et je crois que de ce point de vue-là, s'il y a des points de divergence sur certains points, avec le patron d'Intermarché, comme avec d'autres clients, il y a des points de réelle convergence, parce que je pense qu'on fait partie d'une filière, et cette filière, elle doit tenir. Alors, Monsieur Duhaupan, tout le monde entend ce discours. C'est tout à fait entendable. On veut dire, allez-y, passez les hausses de prix. J'entends bien, le produire, c'est difficile. L'énergie, l'inflation. Et pourtant, il y a des moments où vous devez dire non parce qu'en fait, en magasin, ça n'est pas possible. Oui, absolument. D'autant plus que nous avons la particularité, non seulement d'être des commerçants, mais d'être adhérents également à l'ANIA, puisque nous sommes aussi des industriels. Vous savez, nous avons nos 60 usines agroalimentaires en France, et donc produire en France, qui est vraiment notre marque de fabrique depuis plus de 50 ans, on sait parfaitement ce que c'est, et on comprend les difficultés, évidemment. Nous avons, comme les entreprises qui représentent mon débatteur, évidemment, des hausses de matières premières agricoles, nous avons des hausses de coûts industriels, mais nous avons notre premier devoir avant tout des consommateurs. Et ces consommateurs, en ce moment, sont inquiets. Nous les voyons dans nos magasins, dans mon Intermarché, dans le Nord, je les vois le vendredi, je les vois le samedi quand je rentre chez moi, et les gens sont inquiets. Ils disent mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Comment va-t-on faire? Et quand on rajoute à ça évidemment les inquiétudes, le discours un petit peu anxiolytique du moment sur les prix de l'énergie, sur la difficulté à trouver des pellets pour se chauffer, les moyens de substitution, nos consommateurs sont inquiets et donc notre rôle premier qui est de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs fait que parfois nous devons dire non parce que en pleine connaissance de cause, d'abord parce qu'on sait ce que c'est que produire. Nous acceptons évidemment tout ce qui est hausse de matières premières agricoles, nous comprenons les hausses de l'énergie, et comme vous le savez, parfois, certains profitent de ce contexte pour passer quelques hausses trop importantes. Jean-Philippe André, est-ce que parmi vos adhérents, certains profitent, on va donner un nom parce que Didier Duhaupan nous l'avait dit sur ce plateau il y a quelques semaines, Danone qui me demande d'augmenter le prix de l'eau déviante de 22%, je dis non, parce que moi qui produis de l'eau, ça n'augmente pas de 22%. Est-ce que vous êtes obligé, parfois, d'aller voir vos adhérents, leur dire non mais là t'exagères? Écoutez, d'abord il faut rappeler qui sont nos adhérents. On est la première industrie de ce pays. Nos adhérents, c'est 16 000 entreprises. 98, pour pas dire 99% de ces entreprises, ce sont des PME et des ETI. D'accord ? Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas avoir un déni par rapport aux hausses de coûts. On a largement déjà évoqué, vous en faites l'écho tout le temps, des hausses de matières premières, qui continuent d'ailleurs, justifiées ou pas, mais en tout cas ça procède d'un dérèglement international qui dépasse largement le propriétaire de PME ou le patron d'entreprise, même que je suis moi-même. Et maintenant arrive le choc de l'énergie, qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Une fois qu'on a dit ça, je vous assure, et je reviens à mon terme de combat, la première des priorités aujourd'hui, c'est d'arriver à continuer à produire. Donc, qu'est-ce que je fais le matin? Mon producteur, mon fournisseur d'emballage va me proposer un prix.
Je le prends ou je le prends pas. Je choisis déjà par là même de produire ou pas. Votre fournisseur d'énergie va vous dire la facture l'an prochain c'est x5, x10. Qu'est-ce que vous faites? Le producteur et le fournisseur d'énergie nous dit tiens, cette année tu as payé cas réel de l'entreprise, de mon entreprise, je vais prendre le cas comme ça il n'y a pas de problème, 3,5 millions cette année, l'an prochain 14 millions. J'ai le choix, soit je produis, soit je produis pas. Qu'est-ce que vous allez faire vous par exemple? Mais il faut produire, il faut continuer à produire parce que notre première mission c'est de nourrir, mais une fois qu'on a dit ça, il faut se retourner vers nos clients et dire il faut passer. Alors, pour répondre clairement à votre question, si des gens utilisaient la situation actuelle pour abuser ou pour, on a parlé de spéculation, évidemment nous on n'est pas là pour supporter ça. Mais je vous assure qu'actuellement la problématique n'est pas là. Donc il faut qu'on se retourne vers patrons d'Intermarché, vers les patrons de Leclerc, de Carrefour, et dire raisonnablement, on va vous expliquer. Et il y a un débat de la transparence qu'on a eu pas plus tard qu'il y a 2 jours avec Didier Duhaupan. Mais une fois qu'on a dit ça, pas de déni, passons. Parce que si on passe pas, on arrête de produire. Est-ce que du coup on parle pas trop du consommateur, monsieur Duhaupan? Est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train de dire il faut le protéger, mais si on ne produit plus, il n'y aura plus rien dans les rayons. Donc Bien évidemment, et vous l'avez dit, on doit parler du consommateur, on doit parler de nos concitoyens, et ils doivent être évidemment le premier de nos soucis, mais c'est également le vôtre, nous devons les nourrir et nous devons leur permettre l'accès à la nourriture par la disponibilité des produits évidemment que vos adhérents produisent, mais aussi à des prix acceptables. Il ne serait pas envisageable que nos concitoyens soient obligés de réduire, soient obligés de s'appauvrir entre guillemets, de menacer leur santé en ne pouvant pas se nourrir convenablement. Vous n'êtes pas des enfants de cœur dans la grande distribution. Donc là, vous avez cette négociation serrée, légitime, avec vos fournisseurs. Mais est-ce que derrière, vous vous rattrapez pas, par exemple, avec les marges arrière, avec, par exemple, les pénalités pour les retards de livraison? Est-ce que vous rattrapez pas le coup d'une autre manière? Non, je crois, puisqu'on parle de ce fameux sujet des pénalités logistiques, il faut complètement démystifier ça. Alors dites-nous. D'abord, ça représente, je pense que vous en serez d'accord, des chiffres pour nous qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on entend. Ça représente aux alentours de 0,1% d'après les contrats. Jean-Philippe André donne ligne de la tête. Ça représente chez nous à peu près 0,1%. Donc vous voyez bien du chiffre d'affaires des industriels en question. Donc c'est pas ça qui peut évidemment permettre de se refaire. Deuxièmement, elles sont contractuelles, c'est-à-dire lorsque nous signons un contrat ensemble, que ce soit pour de la confiserie, que ce soit pour de l'eau, que ce soit pour des produits frais, dans le contrat que nous signons, et la plupart des contrats, la plupart des renégociations se passent bien, 80% de ces négociations sont achevées, figure dedans comment doit être livrée la marchandise, est-ce que c'est par camion complet, c'est quand, c'est comment, c'est à quelle heure. Nous avons pris un engagement ensemble, vous m'en êtes témoin, qu'il n'y ait plus de pénalités logistiques d'appliquer aux PME. Vous aussi, comme Carrefour, vous payez la même chose ce matin? Je ne sais pas ce que font les autres, Carrefour, mais nous avons décidé que la plupart des entreprises que vous représentez, les PME, ne soient plus affectées par des pénalités logistiques. Mais il faut quand même rétablir ce qu'est une pénalité logistique. Quand, par exemple, sur des produits frais, prenons le steak haché. Vous savez, sur du steak haché, il y a 3-4 jours de date. Sur de la volaille, il y a 6 jours de date, obligation légale, et on doit retirer les produits avant. Et quand les produits arrivent vers la fin de date, vous savez que les consommateurs, en général, trient dans les rayons et ne les prennent pas. Un camion qui arrive en 1 heure en retard pour du steak haché, qui ne peut pas être distribué dans nos magasins, la marchandise est quasiment perdue pour nous, ou elle perd près d'un tiers de sa valeur, puisque quand on l'aura le lendemain, elle va devoir immédiatement être dépréciée, voire soldée. Jean-Philippe André, c'est 0,1%, c'est un bon chiffre? Non, c'est là que de temps en temps, on n'est pas complètement d'accord tous les deux. Ça peut arriver, mais là, ça arrive sur des chiffres assez importants. C'est à peu près 0,4% du chiffre d'affaires. Ah oui. Ça va 4 fois plus quand même. Ça va directement dans le prix, dans le bénéfice de l'entreprise. Donc c'est beaucoup. Donc c'est important, oui. C'est important, c'est une exception française, faut bien le dire. Tous ceux qui travaillent à l'étranger. Ça n'existe pas ailleurs, les pénalités logistiques. Pas dans les proportions. Et Galim aussi est une spécialité française. Oui, mais en tout cas, c'est une exception française. Deuxième chose, on peut comprendre que par les temps qui courent, aujourd'hui, avec les tensions qu'il y a sur l'approvisionnement,
Nous, on avait l'habitude de travailler toute la profession avec des taux de service de 97-98%, qui sont d'ailleurs un contrat qu'on a avec nos clients. Aujourd'hui, quand vous arrivez à 90%, c'est déjà beaucoup. Parce que une fois que vous avez la matière et vous cherchez le camion, vous n'avez pas toujours le chauffeur. Donc c'est extrêmement important. Vous posiez une question sur les déréférencements et le rôle du consommateur. Oui. Là où je suis d'accord avec Didier Duhaupan, c'est qu'il faut remettre de temps en temps le consommateur au centre du débat. Le consommateur, il n'est pas idiot, d'accord ? Il a un rapport avec un produit ou une marque qui est un équilibre entre un bénéfice attendu, un plaisir ressenti et un prix que j'accepte de payer. Ouais. Si un industriel exagère et rompt cet équilibre, vous savez ce qui va se passer ? Le consommateur n'achètera plus. Ouais. Dans les rayons, il y aura moins de rotation. Didier Duhaupan, patron d'Intermarché, va réduire la surface. Et donc, c'est l'industriel qui est puni. Oui, mais alors attendez, parce que nous, avec Laure, on a reçu le directeur général de Danone. Et il nous a dit, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, mais si moi, je veux augmenter mes prix de 20%, laissez-moi les augmenter, le consommateur jugera. Si j'estime que mon eau, elle est meilleure que l'eau du voisin, que l'eau de monsieur Duhaupan, qu'il me laisse vendre mon eau en rayon. Et je peux la livrer moi-même, s'il le faut. Non, mais ce qu'il a sans doute voulu dire, moi, je suis pas porte-parole de Danone sur le truc, c'est de dire, si lui, il a besoin d'augmenter de X%, et s'il pense qu'avec cet équilibre, le consommateur le suivra, c'est son affaire. C'est son pari. C'est ce qu'il nous dit. Et bien c'est son pari. Affaire. Oui. Monsieur Duhaupan, c'est pas son affaire. Et à la fin, je pense que c'est le client qui sera juge. Est-ce que l'équation est bonne Pourquoi vous ne laissez pas passer sa hausse et finalement, si personne ne veut des viandes, tant pis. Oui, mais nos magasins ne sont pas extensibles. Et notre rôle de distributeur, c'est de sélectionner les produits. Il y a des tas d'eau minérale qui peuvent être mises sur le marché, il y a des tas de confiseries. Notre travail est de sélectionner la gamme que nous pensons être le meilleur en rapport qualité-prix pour le consommateur et nous devons d'avoir une proposition de marque, une proposition de MDD, vous savez, selon notre jargon, de marque distributeur, une proposition de marque premier prix. Il faut que le consommateur ait le choix, mais nous devons être sélectionneurs. Et si nous pensons qu'un industriel abuse, notre devoir est de ne pas le sélectionner. Allez, on va parler de sobriété énergétique parce que c'est un sujet vraiment très important ici, à Rungis notamment. Mais vous, par exemple, à Intermarché, est-ce que vous allez... Le plan du gouvernement va être annoncé tout à l'heure. Est-ce que vous allez réduire, par exemple, les horaires d'ouverture de vos magasins pour moins consommer d'électricité ou de climatisation ? Alors, en effet, nous, on est aussi victimes, comme vous, de la hausse des prix de l'énergie. Le gros du boulot, on l'a déjà évoqué, on avait commencé à le faire il y a un bon moment, c'est déjà de consommer moins. C'était les vitrines réfrigérées, 80 à 90% de notre parc est équipé de vitrines réfrigérées avec porte. C'est l'éclairage OLED. Ça fait des diminutions de 40%. Et c'est à peu près ce qui est constaté dans notre groupement, 42-43%. Mais il va falloir faire 10% de plus. Il va falloir aller plus, et là, c'est vraiment dans la technique que ça va jouer. Il y a des matériels énergivores, c'est souvent les fours, comme d'ailleurs dans l'industrie. C'est les machines qui servent à produire la glace. C'est la production des groupes froids. Il faut que... c'est ça, le gros consommateur. C'est pas tellement l'éclairage aux heures. Il faut que ces heures de production, de glace... ces heures de cuisson soient décalées. Et si besoin est, après avoir éteint nos enseignes, nos parkings, le plus tôt que nous pourrons, s'il est besoin, nous fermerons un quart d'heure, une demi-heure plus tôt. Et nous avons aussi procédé, c'est très important, le matin, à une baisse d'intensité quand les gens mettent en rayon, vous savez, jusqu'à l'ouverture de 8h, 9h. C'est un travail qui a été fait, c'est des heures de pointe très importantes. Jean-Philippe André, moi j'ai entendu ici des TPE nous dire la sobriété, d'accord, mais si c'est pour baisser le chauffage dans les bureaux, ça représente rien par rapport à la consommation énergétique que je peux avoir dans mes frigos. Et la sobriété, c'est juste du pilotage des coûts et ça fait longtemps que c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On n'a pas attendu le plan actuel pour agir. Sur les 7 ou 8 dernières années, il faut avoir en tête que l'industrie agroalimentaire a dû baisser de l'ordre de 10% sa consommation d'énergie. Tout simplement parce qu'on n'est pas idiot, parce que ça coûte de l'argent et ça va dans le bon sens. Deuxièmement, le plan de sobriété tel qu'il est présenté, je pense que l'ensemble de la filière d'ailleurs le supporte. Mais je reviens au cœur de notre débat, c'est de dire, pour faire ça, il faut
pouvoir investir. C'est le fameux mot un peu barbare de capex qu'il y a dans les entreprises. Attention, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que le court-termisme que nous sommes obligés d'affronter pour passer 2023. Moi, l'autre jour, j'ai dit, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Nous, en ce moment, il y a le quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on était 16 000 l'an dernier. Il faut qu'à la fin de l'année, on soit 16 000. Et donc, on revient à ce point d'investissement. Aujourd'hui, on est complètement focus sur comment on va passer le mur. Et je crains que si les bonnes dispositions ne sont pas prises, on aura du retard parce que tout ce qu'on évoque en termes de sobriété nécessitera de fait beaucoup d'investissements. Donc il ne faut pas qu'on arbitre sur nourrir, pas nourrir, produire, pas produire, et être sobre et pas sobre. Avouez que c'est une quadrature du cercle qui commence à être très très anxiogène pour les chefs d'entreprise en ce moment. Bon, les accords entre la grande distribution et les industriels, maintenant c'est du non-stop, c'est-à-dire que vous négociez en permanence, c'est fini les négociations annuelles. Hein. Oui, c'est assez curieux d'ailleurs. Ah bon. À peine l'encre de la loi séchée, il a fallu déroger. C'est-à-dire, théoriquement, les négociations se terminent le 1er mars, dès le 9 mars à peu près, nous l'avons fait. Ça paraît logique, à situation exceptionnelle, méthode exceptionnelle, nous avons continué à négocier. Donc le terme de négociation annuelle, bien que le cycle va à nouveau s'ouvrir, ça veut absolument plus rien dire, ce qui peut faire penser que la loi qui a été mise en place était sans doute pas la plus... Il faut une loi Egalim 3. Non, je crois qu'il faut... Comme partout, il faut de la continuité. Elle a été votée en catastrophe au mois d'octobre. On n'a pas eu le temps de travailler dessus. Laissons-la continuer et nous verrons dans les années qui viennent s'il y a lieu de la faire évoluer. Un grand merci à tous les deux d'être venus discuter avec nous. On vous dit à demain en direct des studios de BFM Business, 6h, 9h. À demain. À demain. Conseil, audit, expertise comptable et sociale, juridique.